place du marché, c'est la place de l'église, c'est le centre, le cœur de cette ville. Et ça aussi, ça nous parle. Ça nous parle. Et je crois que cette implantation-là n'est absolument pas fortuite. C'est vrai que c'est un concours de circonstances, mais parfois, les hasards, il faut les provoquer. Et comme vous les avez provoqués, on a saisi la perche et on est très heureux que vous soyez là. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je suis entouré comme ça de livres, ça me grandit. Ça me rend plus humain que s'il n'y en avait pas. Donc ça fait partie aussi de ce que vous contribuez à faire dans cette ville. On vous remercie beaucoup de votre présence, de votre ténacité, de votre engagement, parce que pour être libraire, il faut s'engager. Il faut décider de le faire, il faut dire que c'est ça que je veux faire. Il faut être tenace, il faut être pugnace, il faut être volontaire. Et ben, vous l'êtes. Et que ça soit incarné par une femme, je trouve ça très bien aussi. Parce que c'est, voilà, il y a aussi une singularité, il y a une sensibilité que vous allez nous apporter. Et puis c'est peut-être pas par hasard non plus, si vous avez invité une femme auteure, autrice, on pourrait dire aussi comme ça, parce qu'effectivement il y a une relation qui peut se créer de façon différente. Et je veux remercier aussi l'invité que vous avez fait venir pour faire partager ce moment de culture, de rapprochement avec d'autres horizons. Et c'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé, mais le tango et plus singulièrement la milonga, c'est du lien. C'est du lien, c'est du parcours, c'est du mouvement. Et tout ça, ça correspond bien à ce qui se passe ici. Merci. Pour rebondir sur les mots de Monsieur le maire, moi je ne crois pas au hasard. Je crois beaucoup à la résistance à l'échelle locale, aux associations de gens de bonne volonté, et que les gens qui se retrouvent, il y a rarement des enfants dans les librairies quand je parle, parce que je dois être très ennuyeuse. Et là, je suis drôlement contente qu'il y ait des tout jeunes gens. D'ailleurs, je vais vous faire participer. Donc, ouais, moi, je ne crois pas au hasard. Je pense à la conviction dans le cœur et l'esprit de certaines personnes animées par l'esprit de transmission, qu'il faut à un moment donné se retrouver, bosser ensemble pour faire une forme de résistance à l'échelle locale. Et j'ai vraiment conscience qu'un politique dans une ville, une libraire dans sa ville, un professeur de lettres, parce que je suis professeur aussi, et un écrivain, nous sommes des passeurs. Notre mission, c'est d'être des courroies de transmission entre les très belles choses, entre la culture et un public, des électeurs, ou des élèves, ou des lecteurs, parce qu'on a ce devoir-là de donner à voir, à entendre, à ressentir, à aimer ce qui nous a construit à un moment donné et ce que nous devons à autrui. Et j'ai enseigné pendant plus de 15 ans en Seine-Saint-Denis dans des lycées bien durs, mais c'était fabuleux parce que la barre, je la plaçais là, comme beaucoup de mes collègues, et les enfants ont l'intuition de la beauté. Je suis sûre que tous les deux, vous faites très bien la différence, même si vous ne comprenez pas tout toujours dans un livre un peu difficile que vous lisez, vous faites très bien la différence entre un grand livre, entre un beau poème, Les Fables de La Fontaine par exemple, et puis un petit texte qui a été écrit dans le journal, comme ça, une chronique. Et les enfants ont l'intuition de la beauté, on la leur doit, et ils nous font payer extrêmement cher le nivellement par le bas, la démagogie, parce qu'ils ne seraient pas capables de piger, alors on va leur réserver un programme un peu au rabais, un peu. C'est une honte, et comme ça on organise une forme de statu quo. Ceux qui ont la culture, ceux qui ont les mots, ils ont le pouvoir, et ceux qui en sont dépossédés sont un peu les damnés de la terre. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on est quand même dans un climat un petit peu insurrectionnel, est dû à cette chose-là, c'est que les mots manquent à certains, et c'est ça aussi qui rend
très en colère. Et la misère, elle n'est pas que économique, elle est aussi linguistique. Et moi, je rêve d'une chose, c'est que tous mes élèves soient riches de mots. Et je leur fais lire Homère, Dante, Balzac, enfin le plus beau, comme ce qu'il y a ici dans cette librairie. Donc voilà, ça c'était le petit laïus politique, parce que je crois que quand on parle sérieusement du langage, on fait de la politique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Hannah Arendt, un peu mon idole. Donc voilà, alors j'ai écrit des livres relatifs à la transmission, au langage, à l'école, toujours pour dire que c'était cette beauté-là, cette exigence-là qu'on devait aux élèves, et ça se passe bien quand on fait ce pari-là. C'est dans le premier livre, Éloge de la transmission, j'étais toute jeune à l'époque, c'était un dialogue avec mon maître, George Steiner, qui est professeur à Cambridge, qui est immense représentant de la grande culture avant-guerre, de la Mitteleuropa. Il est vieux aujourd'hui, mais il est toujours là. Et on dialoguait ensemble sur France Culture, et ça a donné lieu ensuite à ce petit livre, plein de passion, plein d'engagement et plein d'espoir. Et puis ensuite, j'ai commis mauvaise langue. Là, c'est un autre essai où il est question d'expériences en classe menées avec des élèves, pas forcément très bons, mais qui sont montés sur scène, qui ont publié de la poésie alors qu'ils étaient scolarisés à Drancy. Souvent je leur raconte cette histoire-là. J'avais raconté à mes élèves que Adorno, le philosophe, avait dit qu'après Auschwitz, on ne pouvait plus écrire de la poésie. Et même mes élèves de seconde ont dit « Non madame, au lycée Eugène Delacroix, on est à Drancy, on va écrire de la poésie ». Ils ont envoyé les textes à Steiner qui les a préfacés, on a publié tout ça. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça assez revigorantes. Voilà. C'est très bien. Alors, on m'a demandé de lire quelques passages de mes romans. J'en ai choisi 4 que j'aime particulièrement. Je vais commencer par ce ne sera pas trop long, vous inquiétez pas, un extrait de Bénédicte. C'est mon dernier roman, donc il est question beaucoup de l'Iran. C'est un livre double, en noir et blanc, entre l'Orient et l'Occident, entre le masculin et le féminin, entre le corps et l'esprit. Ce livre-là, jusqu'à la moitié, à peu près, un peu moins de la moitié, on croit que le personnage principal, c'était dur à écrire. Moi, je mène en bateau mon lecteur, exprès. On croit que c'est un garçon. Eh ben non, en fait, c'est pas un garçon. Bénédicte sans E, vous voyez la titraille en miroir, dit qu'il y a un phénomène double qui se joue ici. En fait, c'est une fille qui est née à Téhéran, d'un père occidental, mais d'une maman iranienne. Et puis, Bénédicte s'en fichait de savoir qu'elle était fille ou garçon. Elle était l'ensemble, elle était tout. Elle était une synthèse du ciel, de la terre, de l'eau, du feu, du masculin, du féminin. Mais à 13 ans, vous savez, quand vous allez en Iran, si certains y sont allés ou veulent y aller, en tout cas les filles, les femmes,
vous devrez porter un hijab. On va vous coller un foulard sur la tête parce qu'il faut cacher vos cheveux et puis il faudra aussi porter un vêtement un peu couvrant parce que voilà, c'est comme ça depuis 79. Et ça a rendu Bénédicte complètement dingue à 13 ans et ça l'a rendue malade, elle a développé quelque chose comme cette pathologie dont souffre l'un de mes étudiants à la Sorbonne Nouvelle, Arnaud, voit en noir et blanc parce qu'il est épileptique. Et il m'a dit, madame, je vois en noir et blanc parce qu'à cause des crises d'épilepsie, je ne vois plus les couleurs. Je trouvais l'idée romanesquement géniale. Et je lui ai dit, Arnaud, je peux prendre votre histoire un peu pour... Mon personnage ne voit qu'en noir et blanc. Parce qu'à 13 ans, l'hijab sur la tête, ça a rendu Bénédicte cinglée, épilepsie et tout. Et ses parents, très inquiets, ont réussi à retourner à Lausanne, le pays d'origine du papa qui est suisse. Je suis née en Suisse aussi. Quelque chose de très personnel, tout ça. Bon, voilà. Mais vu par le prisme de la fiction, bien sûr. Donc, voilà, on est au milieu du livre et c'est au moment où le lecteur comprend qu'en fait, Bénédicte est une femme. Bénédicte, la moitié de l'année, enseigne la littérature comparée à l'université à Lausanne, mais là, elle enseigne l'hiver. Et quand le printemps et la fête de Nowruz, c'est la fête du printemps, arrive en Iran, elle prend l'avion et elle retourne dans son pays pour rendre à l'Orient tout ce que l'Occident lui a offert. Mais quand elle va dans son pays, là elle doit porter le hijab. Et le lecteur comprend donc certaines choses à ce moment-là. Elle était Bénédicte avec ou sans E, elle en décidait. C'était fluctuant car le sexe est affaire de fluctuation en vérité. Voilà. Et ça c'est des choses dont je suis assez convaincue. Autour de la figure de l'androgyne, qui est une figure qui m'obsède beaucoup depuis la thèse de doctorat que j'ai consacrée à cette figure dans la littérature décadente de la fin du 19e siècle. Voilà. Et là j'ai fait vraiment basculer dans la fiction, une vieille obsession. Voilà, parce que le masculin, le féminin, le syncrétisme, faire tenir ensemble les opposés, c'est un peu une obsession de départ chez moi en raison de mon origine iranienne, du fait d'avoir été adoptée par des parents français, et de vouloir suturer les mondes et de ramener les opposés à une sorte de totalité syncrétique rassurante. Et tous mes...